Merci d'accueillir chaleureusement Olivier Rioux et Rémi Gérier. Merci à vous deux de nous rejoindre sur scène. Voilà, je vous en prie. Quelques mots pour vous présenter, pour présenter les forces en présence. Alors, de ce fait, voilà. Merci. Voilà, pour vous présenter respectivement, donc Olivier Rioux, directeur du Digital Experience Center de Siemens, et Rémi Gérier, New Product Development and Innovation Manager pour la société Pelenc. Voilà, alors pour commencer, j'ai évidemment envie de vous faire réagir à ce qui vient d'être dit par Philippe Rambach. Vous partagez cette vision, cette approche de l'intelligence artificielle. Peut-être Olivier Rioux, on sait que Siemens et Schneider sont deux grandes sociétés internationales, deux cousins leaders, hein, évidemment, de l'électrique et de l'automatisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous vous positionnez, vous, sur quelle est votre vision, tiens, de l'intelligence artificielle? Alors, on l'a vu, oui. Alors, deux acteurs importants et au service de vos usines, de vos bâtiments, pour faire que vous puissiez vous approprier l'IA. Et donc, d'abord, beaucoup d'attentes, puisque ça offre beaucoup de performances. Et une attente d'abord envers nous, hein, équipementiers, puisqu'il faut que cette IA, elle soit installable par vous dans vos usines. Donc là, je vous l'ai apporté, vous l'avez devant les yeux, vous avez une IA, elle est branchée comme d'habitude, elle est livrée comme d'habitude, elle est achetable au catalogue comme d'habitude, et auprès des grands distributeurs que sont Rexel et Sonepar. Hein. Donc l'important, c'est que d'abord, l'IA, on peut l'installer et la rendre compatible d'une usine qui a 3 priorités. Ne tuer personne, ne pas casser la machine, livrer bon à la fin de la journée. Si vous ratez l'un de ces 3 sujets, vous n'existez pas peut-être demain. Vous avez fermé l'usine. Donc en fait, cette IA, elle doit être installée dans un réseau industriel et elle va permettre un complément de performance et on va en voir les possibilités. Mais je crois que d'abord, le premier élément, c'est que cette IA, aujourd'hui, elle est disponible chez vous comme un smartphone l'est dans un magasin. Vous avez Waze, vous avez Deezer, vous avez Amazon, vous avez Siri. L'IA dans l'industrie, elle existe, elle est livrable demain matin. Voilà, démocratisation et désacralisation de l'intelligence artificielle. Alors pour justement engager cette table ronde collectivement, allez, si vous deviez peut-être en une phrase résumer ce qui fait, selon vous, la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous diriez? Alors en une phrase, on va commencer peut-être avec vous. Rémi Gérier, voilà. Cet honneur de répondre à cette question. En une phrase, voilà, de manière synthétique, pratique et pragmatique. Ça a déjà été dit et je pense que c'est important de le répéter. L'IA permet d'adresser des nouveaux cas d'usage. L'IA, c'est pas un fantasme de technicien, c'est... Je vais faire plus long qu'une phrase du coup. Il faut vraiment être orienté solution technique. Et on le verra plus tard, je vous parlerai de la manière dont on le met en œuvre à Pelenc-ST. Je pense que c'est vraiment très très important de le garder en tête. C'est pas un fantasme, c'est pas un jouet. C'est une solution technique qui permet d'apporter des nouvelles réponses à des besoins concrets. Alors, une phrase très synthétique, les uns les autres. Olivier Rioux, en une phrase, qui fait aujourd'hui, finalement, de l'intelligence artificielle un maillon stratégique essentiel à intégrer au cœur de nos outils et de nos entreprises. Elle apprend des données du passé, donc elle permet de passer d'une génération qui expertisait l'incident et qui était assez dépressive, à une génération qui peut expertiser le meilleur du passé. Et puisqu'on est proche des JO, de faire comme un sportif qui regarde toujours sa meilleure performance. Donc l'IA, c'est la possibilité pour chacun d'entre vous de regarder votre usine et de dire, sinon, quels étaient les bons moments? Comment puis-je les reproduire? L'IA saura y répondre. Voilà, donc finalement, pour reprendre un petit peu vos idées, on part du besoin, de ce que vous disiez, Philippe Rambach, pour aller vers le meilleur et finalement convoiter le meilleur en une phrase, l'intelligence. Je rends ma phrase aussi, j'ai pris une seconde, je vais pas droit ma phrase. Pour moi, l'IA, c'est, vous ne le saviez pas il y a 10 ans, mais c'est la raison pour laquelle vous avez mis autant d'argent dans les réseaux, la data, le cloud, qui ne vous rapporte pas grand-chose aujourd'hui. Mais l'IA va enfin débloquer la valeur de tout ça. Donc bravo de l'avoir fait, ça savoir pourquoi. Grâce à l'IA, c'est enfin utile. Alors certains se disent, j'imagine, parmi les plus sceptiques dans la salle, se disent, on a déjà fait la numérisation, on a déjà fait la digitalisation, on les a, les données. Aujourd'hui, pour vous, pour convoiter l'excellence et la performance, le passage obligé, c'est aujourd'hui l'intelligence artificielle. La différence, elle se joue au niveau, sur le terrain de l'intelligence artificielle, Olivier Rioux. Elle se joue d'abord, et on l'a dit tout à l'heure, sur avoir des gens de métier.
Hein, je crois que d'abord, elle se joue sur l'humain. Elle se joue ensuite sur l'ambition. Il faut que vous ayez de l'ambition. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, elle est disponible. Donc on l'a dit, là, il faut cerner les enjeux. Et ensuite, oui, alors pourquoi elle va tout changer? C'est qu'un pneu, c'est combien de données? Un pneu, c'est 10 000 variables dans l'usine enregistrées temps réel. Un rouleau de papier, c'est 1000, et un disque carbone de freinage, c'est 1400. Et quand vous avez 10 000 données par pneu, 20 000 pneus par jour, vous avez vraiment cette possibilité d'analyser l'ensemble des variabilités de votre usine et d'identifier les meilleurs pneus et de faire le meilleur du passé. Donc vous avez immédiatement la capacité à faire le meilleur du passé, ce qui est déjà possible, ce qui est déjà livré au client, ce qui est déjà qualifié, ce qui est déjà économique. Donc là, vous avez un ROI, et vous aviez prononcé ce mot-là tout à l'heure, c'est le premier. Le ROI, il vous est garanti. Donc vous avez avec l'IA cette possibilité de faire le meilleur du passé. Encore faut-il savoir ce qui est bon ou mauvais. Et là, l'IA a un deuxième domaine de déploiement extrêmement rapide qui est le contrôle caméra, la vision. Et donc avec la vision, vous avez la possibilité très rapidement de rajouter des caméras dans le process qui, depuis des années depuis que vous l'avez installé, a dérivé, a évolué chaque année. Et donc le contrôle caméra vous permet très rapidement de savoir si c'est comme d'habitude ou pas comme d'habitude. Si ça ne l'est pas, vous avez 10 000 paramètres pour l'analyser. Alors, on vous écoute avec attention parce qu'évidemment, il y a vos retours sur expérience, Siemens, Schneider, de grandes entreprises internationales. On se dit que vous avez les structures, les compétences aussi internes pour finalement créer et au-delà utiliser l'IA. Comment on transpose ça dans les PME, dans l'industrie? C'est-à-dire que les PME, comment on intègre l'IA dans les outils? L'industrie, on se dit, c'est déjà robotisé. Est-ce que l'industrie a vraiment besoin de l'IA sur l'idée de transposer? Est-ce que votre vision est transposable à l'univers des PME et de l'industrie? Nous, notre rôle, c'est de transposer ces technologies chez vous. C'est absolument pas de créer pour vous. Notre rôle, c'est de rendre possible à chaque fabricant de machines, intégrateur, client final, le déploiement d'une IA dans son usine à des coûts économiques. Gage de sécurité, gage de ROI. Donc on le rend possible. Notre objectif, c'est de valoriser le métier qu'apporte un intégrateur, un fabricant de machines, un client final. Donc on rend cette technologie possible par des réseaux techniques, par de la cybersécurité, par des PC industriels. Aujourd'hui, dans un véhicule, vous avez un tableau de bord. Il a 3 missions. S'assurer que vous avez votre ceinture de sécurité, vous dire quand il a besoin d'huile et vous amener au bout du chemin. Et pourtant, dans votre véhicule, chaque jour, vous avez Waze et Deezer. Vous avez la garantie en cas de bouchon de trouver un trafic de contournement, un trajet de contournement, et vous avez 10 heures pour des IA, de la musique pour être convivial. C'est la même chose dans une usine. Vous avez une supervision pour la sécurité, vous avez des PC industriels avec des applications mobiles, maintenant, pour déployer de l'IA dans vos usines et satisfaire les jeunes qui arrivent et qui nous remplacent. Donc en fait, notre objectif, c'est de rendre ça possible, et ça l'est déjà. Et c'est pour ça que le plus important, c'est le change management. On l'a dit tout à l'heure, la formation est essentielle, la technologie est disponible. Donc, ma foi, à vos enjeux, soyez ambitieux, la technologie est disponible et il existe énormément de briques toutes faites en France. Vous avez bien vu que dans votre smartphone, l'IA est paramétrable. Vous n'avez pas besoin de la créer. Donc vous avez des tas de sociétés en France, alors dans l'analyse d'image, visionnerie, dans les paramètres influents, BrainCube, dans la maintenance prédictive, des analyses et d'autres, et plein d'autres. Vous avez des centaines de startups aujourd'hui dans l'industrie française qui savent vous faire des IA qui sont plug and play. Enfin, vous les téléchargez sur votre smartphone, dans votre PC industriel et vous les déployez. Et elles doivent être déployables par les distributeurs. C'est pour ça que notre rôle, à nous, finalement, équipementier, c'est de rendre accessible la donnée à 2 millisecondes dans les capteurs, et de pouvoir la valoriser aux différents étages, au niveau de la machine, entre les machines, au niveau des lignes, dans l'usine, entre les usines, avec vos fournisseurs, vos fabricants, de manière à ce qu'ensuite, vous puissiez déployer des IA, soit déjà prêtes à emploi, et il en existe énormément. Je serais très surpris que vous ayez besoin vraiment de créer vos propres IA, parce que les briques génériques existent déjà sur les reconnaissances de patterns, les trending, l'analyse de paramètres influents, ou alors, ma foi, de les créer vous-même, effectivement. Rémi Gérié, c'est intéressant de vous avoir aujourd'hui et très inspirant de vous avoir parmi nous puisque vous développez alors pour l'entreprise Pelling des solutions innovantes, intelligentes avec notamment donc l'intelligence artificielle intégrée dans des centres de tri. On y reviendra dans quelques instants. Peut-être pour commencer, nous expliquer Pelling, champ d'action, d'activité. Alors Pelling, je pense que c'est nécessaire de présenter, je ne pense pas que vous nous connaissiez, pourtant on connaît vos équipements ou ce qu'il en reste après broyage. Alors Pelling produit des solutions de tri destinées aux centres de tri qui sont exploités par des Veolia, Suez, des Richebourg.
Et nos machines de tri ont pour vocation de trier les différents plastiques entre eux, les différents PCB, fils, pour les récupérer des différents flux entrants dans un centre de tri. Donc on est fournisseur de solutions techniques pour faciliter l'économie circulaire, ça c'est la vision de l'entreprise. C'est une petite entreprise, hein, c'est une PME de 350 employés, donc autant que de data scientists chez vous. Ça fait rêver. Voilà, on est basé à Aix-en-Provence. Alors Philippe Rambas, justement, disait, moi j'ai bien retenu, penser l'intelligence artificielle, c'est partir du besoin, et c'est justement toute la raison d'être de ce que vous proposez aujourd'hui, de l'intelligence artificielle que vous avez intégrée dans les centres de tri. Expliquez-nous justement cette innovation, ses contours et surtout sa plus-value aujourd'hui, parce qu'elle vous intéresse directement. Tout à fait. Alors, vous l'avez compris, les machines ont pour objectif de détecter des matériaux. Alors, il y a plein de développements en cours dans le packaging, dans les réglementations européennes qui nous challengent tous les jours. Je vais prendre un exemple, un fil conducteur pour tout le long de la présentation. À partir de 2025, il sera interdit de recycler des packagings à usage alimentaire avec des plastiques à usage non alimentaire. Donc, typiquement, la bouteille de dissolvant ne devra pas être mélangée avec une bouteille d'eau lors de son recyclage. Ça, c'est un besoin qui est drivé par la réglementation européenne et qui, pour nous, nécessite le développement de l'IA. C'est pas, voilà, on ne s'amuse pas à développer de l'IA, même si, on le voit, hein, sur d'autres applications, ça nous permet d'améliorer les performances de nos machines, donc ça peut avoir une certaine valeur ajoutée, mais là, sur le cas que je citais, ça permet vraiment de créer un nouveau cas d'usage. Alors peut-être quelques mots pour mieux comprendre justement, si on parle du déploiement, désormais, quelles ont été les grandes étapes de process avant l'intégration de l'intelligence artificielle dans les outils? C'est un témoignage à bien plus petite échelle, mais c'est intéressant, je pense, pour vous aussi de savoir ce qu'une PME, une petite PME doit vivre hein, quand elle veut déployer des projets d'IA. Le projet d'IA, pour nous, c'est 8 ans de développement. Ça a été au début une observation réglementaire, se dire, tiens, il y a une tendance réglementaire à laquelle on ne peut pas répondre avec les technologies actuelles. On fait de la spectrométrie, on fait de la détection de couleurs, mais on ne faisait pas de détection par IA sur des cas d'usage type alimentaire, non alimentaire. Donc c'est avant tout un projet, une étude de faisabilité. Donc un tech push avec un besoin marché quand même relativement avéré. Ça nous a permis, après 2-3 ans de développement, une ou deux personnes allouées à ce projet-là, de voir la viabilité de cette technologie. Il est très important à ce moment-là, et on a eu l'occasion d'être très bien accompagné pour ça, de se poser la question de « Ok, on a une solution technique qui peut être faisable. Maintenant, demain, à 3 ans, 4 ans, l'enjeu de développement est très fort. Parce que la réglementation dont je vous parle doit être à destination de l'ensemble des centres de tri français. On parle de plus de 200-300 machines à déployer sur un horizon de 3 ans, 4 ans, ce qui pour nous est un gros enjeu. Donc très rapidement, on a été accompagné en sortie d'un projet R&D, de bureaux d'études. On s'est tourné aussi vers des plateformes qui proposent des outils de MLOps qui sont présents aujourd'hui, Pixelia, et qui nous ont permis très rapidement de nous accompagner pour comprendre quels étaient les enjeux auxquels on devra faire face demain. Parce que l'IA, en effet, c'est un réseau de neurones. Alors on peut avoir accès à des images pour entraîner ces réseaux de neurones. On a, nous, des ingénieurs talentueux, des ingénieurs R&D qui ont développé des architectures, mais ces réseaux, ils vivent. Une fois qu'ils sont installés sur une machine dans un centre de tri, un packaging peut changer dans le temps. Il faut qu'on trouve et qu'on apporte une solution pour, en tant que PME, qui produisent une solution industrielle, proposer aussi une solution de service qui nous permette d'accompagner nos clients qui n'autorisent pas une dérive dans la qualité de leur process dans le temps. Et l'enjeu, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais s'il y a un mot à retenir, pour nous, PME, l'enjeu maximum n'a pas été l'enjeu technologique, mais l'enjeu de développer une solution de service pour accompagner cette technologie. Et ça a nécessité une grosse réorganisation et des développements de compétences qui sont encore en cours et qui sont très longues, puisque quand on est basé à Pertuis, en l'occurrence, certaines des compétences sont aussi dures à acquérir et c'est des compétences qui sont très en tension en ce moment.
Et on voulait vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci pour votre présence, parce que c'est vrai que pour la filière, il y a un double enjeu. Un premier enjeu lié à la RSE, qui vous concerne, et le deuxième enjeu lié aussi à l'approvisionnement des matières premières, dont on a aussi souvent parlé au cœur des tables rondes. Qu'est-ce que cette innovation vous inspire, respectivement, Philippe Rambach? Parce que là, il y a à la fois une dimension éthique et aussi stratégique. Que je pense que c'est une bien meilleure utilisation de l'IA que beaucoup de trucs comme les deepfakes ou comme la désinformation. Donc on voit toujours le truc négatif de l'IA. Moi j'adore ces exemples-là parce que la vraie IA, celle qui va vraiment aider l'humanité, c'est des accumulations de sauver de l'énergie, retrier. Et ça, on ne pourra pas trier les déchets sans IA. On ne va pas mettre 250 000 personnes à regarder les déchets un par un. Donc tout à l'heure, il y avait une question, l'IA en une phrase. Sans IA, on n'arrivera pas à régler les problèmes auxquels on est confronté. Et les problèmes, ils sont, enfin, je n'ai pas besoin de les prêcher, ils sont majeurs. Et donc, moi, je trouve ça absolument génial. Et j'en viens sur le recrutement. Je suis persuadé qu'un des arguments forts, quand même, c'est pour attirer des jeunes data scientists, c'est de leur dire, chez nous, vous allez aider à un peu, chacun à notre niveau, contribuer à sauver la planète, ce qui est quand même plus sympa que d'aller faire du marketing opérationnel chez Google, même s'ils sont gros et sympas, pour optimiser la pub, quoi. Donc moi je trouve qu'on a quand même une vraie capacité dans l'industrie à attirer des data scientists, pas en leur vendant le miracle technologique, mais en disant ce que vous faites, ça va vraiment aider. Olivier Rioux, pour rester justement, pour nous inspirer et rester dans le prolongement de ces innovations, si vous deviez partager avec nous peut-être 2 illustrations qui, pour vous, révèlent combien l'intelligence artificielle peut changer la donne, le fonctionnement, l'évolution d'une entreprise. Quels sont ceux qui vous viennent spontanément à l'esprit, avec évidemment un avant et un après qui est significatif en termes de performance, peut-être de croissance et de productivité? Allons-y. Un premier, une chaudière biomasse. Une chaudière biomasse, ça brûle des déchets de ville et ça permet de produire de l'énergie, de la chaleur. Alors une chaudière biomasse, ça consomme énormément de gaz. C'est combien de paramètres une chaudière biomasse? C'est 250. Vous cramez les déchets de ville en fonction de leur pureté, de leur provenance, de leur humidité. Vous allez avoir des rendements différents. Lorsque vous regardez la performance de votre chaudière biomasse, donc votre consommation de gaz, ce qui est directement le nombre de billets que vous cramez, et que vous regardez par rapport à cette consommation les paramètres que vous utilisez, vous pouvez finalement retrouver des règles de fonctionnement qui vous permettent d'économiser 95% de consommation de gaz. Vous imaginez que sur une industrie qui est largement énergie intensive, c'est juste inespéré. Donc là, ça change la donne. Vous comprenez, ça change le paradigme. Vous n'êtes plus énergie intensive. Donc là, vous pouvez investir dans tout ce que vous voulez. L'autre sujet, vous prenez l'avion. Alors il m'est arrivé dans ma carrière d'être directeur qualité sur des freins carbone. Et là, vous faites du carbone aéronautique et parfois les propriétés dérivent. Ça arrive. Un frein carbone, c'est 1400 paramètres. Et puis certains fabriquent des bouteilles, on l'a dit, certains fabriquent des montres, et moi je fabriquais du frein carbone. Alors quand vous avez un souci, l'impact possible, c'est le fait que ça freine bien ou que ça freine mal. Donc là, vous avez besoin de rapidement comprendre ce qui se passe. Sauf que quand plus personne ne comprend, qu'est-ce que vous faites? Et bien là, vous regardez dans l'usine, et comme on l'a dit tout à l'heure, vous trouvez rapidement le fait que les machines, avaient de la data, et on trouve 1400 données par disque. Elles ne sont pas très bien rangées, on prend un peu de temps à les ranger. Rapidement, on trouve 1400 données par disque, on historise 70 000 disques carbone sur 3 ans de données. Et là, en 10 secondes, l'algorithme, il vous donne les paramètres influents. Il vous donne la meilleure recette du passé. Une usine, c'est tellement de variabilité tous les jours. La matière peut changer, la température, l'humidité, l'empoussièrement. Vous imaginez le chaos que peut être une usine et le courage qu'il faut avoir dans une usine et l'adaptabilité, l'intelligence qu'il y a dans les usines pour chaque jour s'adapter à autant de variabilité, d'usure ou d'événements imprédictibles. Là, vous avez un outil qui vous accompagne au quotidien comme une ceinture de sécurité, et si quelque chose n'est pas compréhensible, rapidement, il vous fait le jeu des 7 erreurs ou des 10 000 erreurs. Lorsque c'est Donc, vous comprenez que la manière d'aborder l'usine n'est plus la même. Vous n'avez plus ce stress. Vous avez le meilleur du passé, et en cas d'incident, vous avez une ceinture de sécurité. C'est plus la même manière d'aborder l'usine. Je crois que ça, c'est fondamentalement différent.
Ces 2 exemples, je crois, il y en a d'autres. Voilà, qui ouvre en tout cas de belles perspectives. C'est vrai que quand on se place sur le terrain de l'industrie, on se dit que l'industrie ne peut pas se contenter d'un prototype. Alors, quid de la mise à l'échelle? Comment on appréhende justement cette mise à l'échelle? Est-ce que c'est un sujet? C'est une difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui quand on parle d'IA? Non, c'est plus un sujet. La technologie est là. Voilà, l'enjeu n'est pas la technologie. C'est-à-dire boucler une décision à 10 millisecondes entre les paramètres de votre process et est-ce que le médicament ira à gauche ou à droite n'est plus un enjeu technologique. Le matériel est disponible chez les uns, chez les autres. Les algorithmes existent. Il y a des bibliothèques. Allez, vous avez peut-être un algorithme qui ira un peu plus vite que l'autre. Très bien, ok. Mais le service sera rendu. C'est plus un enjeu technologique. Je le disais tout à l'heure, c'est un sujet d'ambition. Vous avez dans l'usine une problématique. La problématique du 4.0, c'est qu'en fait, l'automaticien a accès aux données machines. Il a une habilitation basse tension, mais il ne sait pas quoi en faire. Or, tous les gens de métier dans l'usine, qui souvent ne connaissent pas l'automaticien, sont des ingénieurs qualité, process, production, énergie, qui eux connaissent leur métier, connaissent les enjeux, mais n'ont pas accès à la donnée machine. Donc, ma génération à moi, il y avait des machines, du papier, des stylos et Excel. Si vous réunissez l'automaticien et les gens de métier, celui qui peut accéder à la donnée, mais qui n'en veut pas, celui qui veut la donnée, mais qui ne peut pas y accéder, ces deux personnes-là peuvent collaborer. Vous rajoutez l'IT, voilà. Vous allez dans un bar, vous réunissez ces 3 métiers et vous résolvez votre sujet. Ce n'est pas un sujet technologique parce que la techno existe. C'est un sujet de change management, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, utiliser l'intelligence artificielle au cœur de l'industrie, puis aussi créer l'intelligence artificielle avec le recul de votre expérience. Si on fait le bilan de votre expérimentation, quels ont été les points, on va dire, facilitateurs, là où tout s'est aligné avec aisance, et inversement, les points de blocage qui ont été des vrais sujets, peut-être des défis pour vous à relever? Alors ça a été dit, je le redis à nouveau, c'est un point facilitateur qui est important quand on est une petite PME, c'est de bien s'entourer avec des compétences internes, bien entendu, parce qu'il faut garder quand même une maîtrise sur ce qui est fait. Il ne faut pas chercher à tout refaire. L'IA a cet avantage, c'est d'avoir énormément de documentation. Il y a un état de l'art qui est très 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 bien documenté, donc il est assez facile de niveler l'état de l'art. Donc ça, c'est un point facilitateur, il y a des ressources abondantes. Le deuxième point, je parlais de partenariat, non pas en termes d'état de l'art, mais c'est dès le début de choisir des outils. Alors je vais rentrer dans du jargon technique, mais c'est important de le considérer dès le début quand on fait du scale-up. En effet, toutes les technos, toutes les architectures sont disponibles. Ce qui n'est pas nécessairement évident, et ça peut être assez spécifique selon les activités de chacun, c'est d'avoir des outils qui permettent d'entraîner ces réseaux, de les maintenir dans le temps, de détecter une dérive dans la qualité de la donnée entrante qui sert à l'entraînement de ces réseaux, ou de détecter une dérive dans ces réseaux en inférence. Et ça a été un point facilitateur aussi, c'est qu'on a réussi à trouver un partenariat dès le début pour ne pas redévelopper des outils en interne qui auraient été très coûteux en termes de développement. Ça nous a permis, nous, de nous concentrer sur notre cœur de métier et de s'appuyer sur des outils existants. Alors, les points de blocage, les difficultés qu'il a fallu dépasser. La première, c'est vraiment l'organisationnel. Ça a été dit, le fonctionnement en squad a été évoqué. D'un point de vue organisationnel, ça demande quand même de revoir les choses. Parce qu'en effet, on n'est pas là pour faire des POC. On a des clients qui sont des industriels. Ils sont ravis quand on leur fait une démonstration de concept. Après, ils en achètent 200 et on se retrouve vite à devoir franchir un gros gap. Donc, en effet, les technologies sont assez matures pour suivre des process en V, pour suivre des process assez classiques. Mais il faut, dès le début, avoir une équipe dédiée et tuer le fantasme. Tuer le fantasme des membres du CODIR ou des commerciaux qui arrivent à survendre beaucoup et qui souvent sont alimentés par des fantasmes type ChatGPT et Generative AI. Donc il faudra trouver l'organisation, canaliser, avoir une équipe dédiée, avoir en effet travailler en mode agile, squad et être orienté sur vraiment des cas d'usage. Ça a été une complexité au début parce qu'on a mis du temps à le mettre en œuvre et maintenant qu'on l'a mis en œuvre, c'est quelque chose qui roule un peu mieux. Il y a un autre sujet de blocage qui est important à considérer dans tous ces projets. Ça dépend de la typologie des personnes qui utilisent l'IA, mais c'est la gouvernance de la donnée, la propriété de la donnée. Nous, on déploie et on entraîne des modèles d'IA sur c'est des déchets importants. Mais vous me croirez ou non,
des gens comme Paprec, Veolia, Derichebourg, je ne veux pas en citer un plus que l'autre, mais sont très inquiets sur ce qui est fait de leurs données. Et à nouveau, je répète, on parle de déchets. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que le modèle qui a été entraîné sur la base de leurs données puisse être déployé sur un site concurrent. Donc très rapidement, moi qui suis très technique comme profil, on a dû se confronter dès le début, dès des projets, sur des phases de proof of concept, avec des négociations contractuelles qui ont pris quasiment le temps d'entraînement de développement d'un réseau. Alors on peut en parler justement de ces enjeux de cybersécurité. C'est vrai que quand on voit, on va dire, la part d'ombre, le versant, on va dire, nord de l'IA, c'est vrai que c'est inquiétant. On se dit, est-ce que finalement, bon, ok, c'est une avancée, c'est une innovation, est-ce que c'est une avancée durable et fiable ? C'est-à-dire qu'à hauteur, justement, que l'intelligence artificielle se déploie, on voit aussi s'élever des enjeux de cybersécurité. Peut-être Philippe Rambach sur ce point. Ouais, alors avant d'aller sur la cyber, moi je rebondis sur ce que tu disais parce que je pense que c'est très très important, effectivement. Et d'où l'importance de ne pas faire que d'époque, c'est qu'en fait, il y a une problématique technique, mais il y a plein de problématiques de données, de cyber, de légal. Et en fait, si on les garde pour la fin, on a fait un bel objet technique, mais qui n'est pas utilisable, pas vendable, pas déployable. Et donc ce que tu as dit, moi je pense que c'est une des clés absolues, c'est dès le début se poser toutes les questions de cyber, de data. Et souvent, moi ce que je dis aussi, et et ça va répondre à votre question en partie, souvent, ce que je dis à mes interlocuteurs, c'est oublie que c'est de l'AI. Pense que c'est juste un logiciel. Ta question, comment est-ce que tu y réponds ? Et très souvent, les gens, comme c'est de l'AI, ils partent dans des espèces de délires complètement absolument incroyables parce que c'est nouveau, donc on réinvente des trucs de base, quoi. Oui, un logiciel, il faut le déployer. Oui, il doit être cybersécurisé. Oui, la data, elle a une privacy. AI ou pas AI. Donc moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est on va oublier 2 secondes que c'est de l'AI. On va déjà pouvoir traiter tous les problèmes si la data rentre dans un soft qui la traite. Puis on va voir ce qui reste spécifique à l'AI. En général, il en reste pas grand-chose, quoi. Le problème principal, ce que je disais, c'est le drift, c'est le fait que dans le temps, les modèles dérivent, contrairement à un soft classique, et donc il faut avoir un moyen de les monitorer. Mais honnêtement, la cyber d'un soft à base d'AI, elle n'est pas très différente de la cyber d'un soft. C'est de la cyber, quoi. On va parler encore des enjeux de compétences dans quelques instants avec la deuxième table ronde à suivre. Olivier Rioux, pour ceux qui voudraient s'engager, faire un premier pas justement dans le sens de l'intelligence artificielle, quelles sont vos orientations, vos recommandations pour justement avoir un effet efficace, efficience et dans l'instantanéité immédiate ? Alors, je dirais un petit peu comme Philippe. On a dit c'est pratique, pragmatique. Tu as dit, Rémi, il faut être bien entouré. Et Philippe disait tout à l'heure, finalement, voilà, il faut animer, partir des enjeux. Donc en fait, d'abord, il faut venir à notre rencontre, aux uns, aux autres. On s'est entouré d'écosystèmes, de gens qui ont développé des briques, qui connaissent les machines, qui connaissent l'intégration, qui connaissent déjà, pour certains, vos usines. Amenez-nous les gens qui vous entourent. On est dans les locaux du CEA. 650 partenariats industriels, 250 experts en IA, souveraineté des IA dans le domaine de l'aéronautique, du nucléaire. Le CEA est un lieu de préservation des codes sources mondiaux. Donc le chat GPT du CEA apprend sur les codes sources. Donc en fait, je dirais que voilà, soyez sûrs que nous sommes déjà entourés d'une expérience les uns et les autres, d'avoir croisé des centaines de startups françaises que nous connaissons et que nous aidons, que le matériel existe, que vos enjeux existent et qu'il faut nous les révéler, de manière à faire jouer les compétences qui vont bien. Le produit doit être distribuable, maintenu 60 ans dans vos usines. Il doit être entretenu. Il doit être évolutif. Il faut trouver les éditeurs. Soit c'est votre IA, soit vous appuyez sur une brique existante qui a un éditeur. Et en fait, on va trouver l'écosystème qui vous convient. Mais sachez que la France est extrêmement riche dans le domaine. Est-ce que la France est souveraine aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est souveraine sur le terrain de l'IA ou on est encore dépendant d'acteurs étrangers ? Tellement de choses. Synapplus, c'est des IA qui font des IA. Imaginez la puissance du sujet. Ouais. On a énormément d'acteurs qu'on ne valorise pas assez. Mais sachez que déjà, pour les besoins d'une usine, je n'ai pas d'expérience au travers des 1500 derniers événements que j'ai eu avec des clients à des sujets que nous ne pourrions pas adresser les uns ou les autres. C'est-à-dire que l'écosystème est en capacité de... Je ne vous dis pas Siemens peut faire, je vous dis nous pouvons ensemble le faire. Parce qu'en fait, on a vu tellement de startups qui savent faire des choses extraordinaires. Nous aussi, des partenaires aussi, des concurrents, des partenaires d'un jour, qu'on sait faire. En fait, ce n'est pas un sujet. Technologiquement, c'est possible.
La question, c'est une question de formation, de change management, d'accompagnement, d'oser une première rencontre et puis une première priorité avec un ROI rapide. Eh bien, regardez, la rencontre, elle va avoir lieu dès à présent, puisque place à l'interactivité. Voilà, la parole est à vous. On a pris un petit peu de retard, mais le sujet est tellement passionnant qu'il y a évidemment plein de questions à poser. Alors, je vous propose de partager vos commentaires, vos interrogations, vos questions. La parole est libre. Qui souhaite ouvrir la discussion ou peut-être même le débat? Voilà, on vous offre quelques minutes justement pour pouvoir échanger ensemble. Alors, et évidemment, on va vous amener un micro pour porter votre voix. Alors, je crois que chacun est en train de mûrir sa réflexion, tant l'information a été importante. Alors, pour vous laisser le temps de la réflexion, moi, j'avais une question, justement, peut-être pour vous. Quand on a préparé justement cet échange, vous disiez, Olivier Rioux, que le pari, il est gagné quand on sait combiner à la fois les acquis, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les compétences, les outils et l'IA. Qu'est-ce que l'IA fait aujourd'hui mieux que l'humain et inversement, qu'est-ce que l'humain fait mieux que l'IA? Mais je peux vous laisser le temps de la réflexion s'il y a des questions aussi entre-temps. Alors, on va vous amener... Je vous laisse le temps de la réflexion parce que cette question, je trouve qu'elle est quand même intéressante. Allez-y, madame, présentez-vous, on va vous apporter un micro. Voilà, regardez, voilà, ici. Merci à vous. Merci Martine Assar, responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à l'Institut Mines Télécom. Alors j'avais une question, parce qu'en vous entendant, vous avez tous parlé de formation, de compétences. Ravi de savoir que vous avez 300 data scientists dans vos effectifs. Ma question, c'est est-ce que, effectivement, par rapport à l'évolution qui est quand même assez rapide de cette technologie que vous avez tous dit étant mature aujourd'hui, est-ce que vous trouvez suffisamment les compétences, les profils dont vous avez besoin pour accompagner ces évolutions qui vont quand même de plus en plus vite? Ça sera l'enjeu de la deuxième table ronde, donc ça fait une formidable transition. Allez-y. Oui et non, comme toujours. Hein. Globalement, maintenant en France, il y a quand même vraiment pas mal de formations. Donc il y a quand même une relativement abondance de candidats. Je dirais qu'on est à la FIAC, je peux le dire, quoi. Tous ceux qui sont allés détruire le monde dans la finance et faire des maths qui servent à rien, maintenant ils font des maths qui servent à quelque chose dans l'IA. Donc c'est pas mal, quoi. Donc ouais, il y a quand même pas mal de monde. Après, il n'y en a pas assez pour tous les besoins. Donc pas de miracle, il faut quand même les séduire, les attirer, leur donner une raison d'être, etc. Bon, nous, on a la chance d'être sur des trucs plutôt attirants parce que la sustainabilité aussi, c'est un peu comme nous. Globalement, non, moi, je trouve que la France a quand même pas mal de gens qui sortent maintenant, il y a un bon niveau, on n'est pas dans une pénurie absolue, quoi. Oui, bien sûr. J'apporte un autre regard. Quand on est en province et qu'on a une structure de coût, une structure de salaire dans l'entreprise qui est relativement contrainte, c'est très très complexe. C'est très complexe, mais le message à faire passer, c'est en effet, c'est une discipline qui est assez nouvelle, qui bouge beaucoup. L'expertise prime pas forcément sur la passion. Il y a des jeunes candidats passionnés qui sortent d'école et qui sont au bout de 6 mois, 12 mois, extrêmement compétents. Il ne faut pas avoir peur de s'orienter vers des juniors. Voilà. Alors, Olivier Rioux, ou peut-être Philippe Rambach ou Rémi Gérié sur cette question, qu'est-ce que l'humain fait aujourd'hui beaucoup mieux que l'intelligence artificielle et inversement? Si la réponse est rapide pour qu'on rattrape notre temps. Moi, je ne réponds pas à ça, parce que je pense que ce n'est pas une bonne question. C'est comme c'est comme de dire, mais je vais vous dire pourquoi. C'est comme de dire, est-ce qu'un robot est mieux qu'un humain? Ben oui, un robot, ça allait plus souvent. Mais on ne compare pas un robot et un humain. Dans quel secteur, aujourd'hui, finalement, l'intelligence artificielle a ses limites et inversement, là où, au contraire, il faut lui laisser sa pleine expression? Au-delà de la fonction, peut-être le secteur. À mon avis, elle a ses limites partout. Enfin, on est vraiment, faut pas. Ce qui est très trompeur, et je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais ce qui est hyper trompeur avec ChatGPT, c'est que comme ça utilise le langage, et que le langage, c'est l'outil de la pensée, on a l'impression que le truc pense. Mais le truc ne pense pas. C'est complètement irréaliste de croire ça. Et moi, j'aime bien un exemple, après j'arrête, mais j'ai un exemple que prenait un professeur de... un autre exemple, tiens, qui m'était soulevé par Yann Lequin. Moi, j'ai 2 enfants. Ils ont 19 ans. Ils avaient 3 ans. Je leur ai montré une fois un chien, une fois un chat, ils se sont jamais trompés depuis. Une IA, il faut lui montrer 10 000 chiens, 10 000 chats, et on la trompe en 2 minutes en changeant de pixels. Ça apprend pas comme nous. C'est formidable, mais c'est pas comme nous. Mais vous savez pourquoi cette question était très intéressante? Parce que votre réponse est rassurante. Voilà. Alors,
De toute manière, vous pourrez prolonger l'échange puisque la Garden Party a lieu dans quelques instants. Je vous remercie, messieurs, pour votre intervention, pour votre échange inspirant.